La troisième saison sèche consécutive dans les plaines du Serengeti avait transformé la terre fertile en un désert aride. Les températures diurnes dépassaient les 40 degrés Celsius, les sources d'eau se réduisaient et l'écosystème était soumis à un stress extrême. Dans cet environnement hostile, les lois impitoyables de la nature devenaient plus évidentes que jamais. Sous l'ombrage d'un acacia solitaire, une troupe de lions affrontait la dure réalité de la survie. Amélie, la lionne dominante, venait de donner naissance à une portée de 5 lionceaux. Après 3 jours, 4 d'entre eux montraient la vitalité robuste typique des jeunes lions. Cependant, le 5e, Théo, le mâle le plus petit, présentait des signes de faiblesse respiratoire congénitale, une condition parfois observée dans les grandes portées de lions pendant les périodes de sécheresse. Et la mauvaise condition nutritionnelle d'Amélie, après des semaines de chasse insuffisante de gros gibier, avait aggravé le problème. Son lait ne suffisait pas pour les 5 lionceaux, et Théo, avec une capacité compétitive moindre, s'affaiblissait de plus en plus. Sa respiration sifflante, signe d'une inflammation respiratoire, devenait plus prononcée à chaque heure. Le 4e jour, Amélie accomplit un acte observé chez de nombreuses espèces de grands prédateurs dans des conditions extrêmes. Un choix sélectif pour assurer la survie de la majorité. Au crépuscule, elle déplaça les 4 lionceaux en bonne santé vers un nouvel emplacement près d'une source d'eau à 3 km, laissant délibérément Théo derrière. Ce n'était pas un acte cruel au sens humain, mais une stratégie de survie profondément ancrée dans les instincts génétiques de l'espèce sous des conditions difficiles. Concentrer les ressources sur les lionceaux ayant les meilleures chances de survie est une stratégie qui garantit la pérennité des gènes. Le lionceau abandonné n'était pas censé survivre à la nuit. À proximité, Sophie, une léoparde adulte, patrouillait sur son territoire. 3 semaines plus tôt, Sophie avait perdu toute sa première portée de 3 petits dans une attaque par une meute de hyènes. Ce n'est pas rare dans la nature, mais, fait notable, le corps de Sophie était encore en phase d'allaitement, avec des glandes mammaires pleinement actives. Les biologistes évolutionnistes ont noté que, chez certaines espèces, l'état physiologique post-partum peut persister plusieurs semaines après la perte des petits. C'est un mécanisme d'économie d'énergie. Le corps ne désactive pas immédiatement les systèmes complexes liés à l'élevage des petits. Cet état peut engendrer des comportements inhabituels, surtout lorsque des animaux rencontrent des jeunes orphelins d'autres espèces. Vers 21h45, Sophie s'écarta de son trajet habituel, se dirigeant vers l'endroit où se trouvait le lionceau abandonné. Elle s'approcha de l'acacia avec la prudence caractéristique des léopards, passant plus de 40 minutes à observer de loin avant de s'avancer. Ce qui se passa ensuite fut l'un des phénomènes les plus rares dans la nature. A eu lieu de voir Théo comme une proie facile. Une réponse typique des léopards face aux petits d'autres espèces, Sophie manifesta un comportement de soin. Elle saisit délicatement Théo par la nuque, de la même manière qu'elle aurait déplacé ses propres petits, et entama un long voyage vers son territoire. Les hormones ocytocine et prolactine, substances liées au comportement maternel et à l'attachement dans le système de Sophie, avaient déclenché une réponse extraordinaire. Sous la lumière de la lune, une migration étonnante eut lieu. Une léoparde transportant son ennemi naturel, non comme une proie, mais comme son propre petit. Sophie se déplaçait prudemment à travers la savane, chaque pas calculé pour minimiser les risques. Dans sa gueule, Théo restait presque immobile, tremblant seulement par moments lorsqu'il toussait. Le voyage dura près de 4 heures, traversant des zones dangereuses où des hyènes et d'autres lions patrouillaient habituellement. Mais grâce à ses instincts de survie aiguisés et à l'agilité caractéristique des léopards, Sophie évita toutes les rencontres. Son territoire se situait dans un bois clairsemé de figuiers et d'acacias anciens, un habitat typique des léopards où ils pouvaient utiliser leurs compétences d'escalade pour éviter les ennemis et chasser depuis les hauteurs. Sur une branche de figuier à environ 12 mètres du sol, Sophie avait construit un nid pour sa portée perdue. Avec un soin extraordinaire, elle porta Théo dans l'arbre, le plaçant dans une fourche formant un berceau naturel. Elle s'allongea à côté du petit lionceau, le léchant continuellement, un comportement non seulement pour nettoyer, mais aussi pour stimuler la respiration et la circulation sanguine. Ce soin était particulièrement crucial pour Théo, compte tenu de sa faiblesse respiratoire. Dans les premières heures, l'état de Théo était très précaire. Sophie ne cessa presque jamais de s'occuper de lui, ne s'éloignant que brièvement pour boire dans une flaque d'eau à proximité. Elle encourageait constamment Théo à téter, un processus initialement difficile car le lionceau était trop faible. Mais peu à peu, les instincts de survie aidèrent Théo à trouver la force de s'alimenter. Le lait de léopard et de lion a des compositions différentes, adaptées aux besoins spécifiques de chaque espèce. Cependant, dans ce cas, la composition riche en protéines et en anticorps du lait de Sophie fournit la nutrition essentielle dont Théo avait besoin pour survivre. En particulier, les anticorps dans le lait renforcèrent le système immunitaire du lionceau, commençant à combattre l'infection respiratoire. À l'aube, Théo était toujours en vie, un petit miracle dans le monde sauvage et impitoyable. Sa respiration restait sifflante, mais plus régulière. Et lorsque les premiers rayons de soleil percèrent à travers la canopée,
Touchant la fourrure dorée du lionceau et le pelage tacheté de la léoparde allongée à ses côtés, une relation étrange et contre-naturelle avait commencé. Une relation qui défiait toutes les lois de la savane. A eu cours de la première semaine, la survie de Théo restait fragile. Son petit corps devait lutter non seulement contre sa condition congénitale, mais aussi contre l'adaptation à un environnement totalement différent de celui pour lequel ses gènes l'avaient préparé. Le mode de vie arboricole des léopards, plus humide, plus élevé, et nécessitant des compétences locomotrices différentes, représentait un défi considérable. Sophie quittait rarement Théo pendant ces jours. Ses habitudes de chasse habituelles, généralement diurnes avec de longs déplacements, changèrent complètement. Elle ne chassait plus que lors de courts trajets, généralement à l'aube ou au crépuscule, lorsque Théo dormait profondément. Ses proies passèrent d'antilopes de taille moyenne à des proies plus petites comme des lapins de brousse et des rongeurs, qu'elle pouvait ramener rapidement. Chaque fois qu'elle partait, Sophie plaçait Théo dans la position la plus sûre du nid, où les branches formaient une barrière naturelle, empêchant le lionceau de tomber accidentellement. Mais même ces précautions ne pouvaient empêcher l'anxiété de Sophie. Elle revenait fréquemment en plein milieu de la chasse pour vérifier l'état de son petit adoptif, un comportement rarement observé chez les léopards en chasse. Le régime de Théo au cours des premières semaines se composait principalement du lait de Sophie. Bien que non idéal pour les besoins nutritionnels d'un lion, cela fournissait suffisamment de protéines, de graisses et d'anticorps pour maintenir la vie. Lorsque Théo devint plus fort, Sophie commença à ramener de petits morceaux de viande prémâchés pour les attendrir avant de nourrir Théo, un comportement courant chez les mères léopards lorsque leurs petits commencent le sevrage. La présence constante et les soins dévoués de Sophie portèrent leurs fruits. À la fin de la deuxième semaine, Théo était assez fort pour ouvrir complètement les yeux et commencer à explorer le monde autour de lui. Et le premier monde qu'il vit était un monde surélevé, un environnement totalement différent des plaines où vivent généralement les lions. Théo ne savait pas que ce n'était pas son environnement naturel. Pour lui, la canopée verdoyante, la lumière tachetée du soleil et la sensation de l'écorce sous ses pattes étaient tout ce qu'il connaissait du monde. De même, le visage tacheté de Sophie était le seul visage maternel qu'il ait jamais connu. À mesure que sa santé s'améliorait progressivement, les instincts naturels de Théo émergèrent. Il commença à explorer la large branche qui était son foyer, faisant ses premiers pas hésitants, puis devenant progressivement plus assuré. Sophie surveillait avec une vigilance constante, prête à intervenir lorsque Théo s'approchait trop du bord de la branche. Quand Théo fut assez fort, Sophie commença à lui apprendre, non consciemment comme les humains l'entendent, mais par démonstration et encouragement à l'imitation. Elle montrait comment se coucher silencieusement sur les branches, comment observer les proies potentielles depuis les hauteurs et comment se déplacer dans l'espace tridimensionnel de la canopée. Théo, avec la capacité d'apprentissage rapide caractéristique des jeunes félins, essayait d'imiter chaque action. Mais dès le début, il y avait des signes clairs d'incompatibilité biologique. La structure corporelle d'un lion, même sous forme juvénile, présentait des différences fondamentales avec celles des léopards. Les griffes de Théo ne se rétractaient pas complètement comme celles des léopards, une caractéristique évolutive importante qui aide ces derniers à s'accrocher à l'écorce des arbres. Son corps était plus lourd, avec des muscles conçus pour la force et l'endurance au sol, et non pour l'agilité dans les arbres. Chaque fois qu'il essayait de grimper après Sophie, Théo peinait. Il manquait de souplesse naturelle, avait un équilibre moins bon sur les branches et glissait fréquemment. À maintes reprises, seuls les réflexes fulgurants de Sophie, saisissant Théo par la nuque juste à temps, empêchaient des chutes dangereuses. La mère léoparde ne montrait jamais d'impatience. Elle enseignait et réenseignait, démontrait chaque mouvement, et lorsque nécessaire, portait Théo par la nuque pour l'aider à franchir les passages difficiles. Elle adapta même son style de chasse, ramenant de petits animaux vivants, souris, lapins de brousse, parfois de jeunes oiseaux, pour que Théo pratique ses compétences de chasse à la manière des léopards. Théo essayait d'apprendre, mais l'instinct naturel ne peut être changé. Lorsqu'il chassait les petites proies ramenées par Sophie, il manifestait des instincts de lion. Au lieu de traquer depuis les hauteurs et d'attaquer précisément comme les léopards, il rampait au sol, utilisant la technique d'approche rapprochée et d'attaque frontale caractéristique des lions. Ses vocalisations étaient également différentes. Pas les grognements doux des léopards, mais les jeunes rugissements d'un lionceau. Chaque fois qu'il échouait, il émettait des appels frustrés, et Sophie venait le réconforter, lécher sa fourrure et l'encourager à réessayer. Cette relation se développa en un lien étroit, transcendant les barrières naturelles entre les deux espèces. Lorsque la saison des pluies arriva, de nouveaux défis émergèrent. La savane se transforma d'une terre aride en un tapis vert luxuriant. Mais cela s'accompagnait d'une humidité accrue et de fortes pluies tropicales. Pour les léopards, c'était favorable. Des feuilles plus épaisses offraient de meilleures cachettes et il y avait plus de proies. Mais pour Théo, la saison des pluies apporta un nouveau défi de survie. L'air humide exacerbait ses problèmes respiratoires existants. Le sifflement revint,
surtout pendant les matins brumeux lorsque l'humidité de l'air était la plus élevée. Pendant ces moments, Théo pouvait à peine respirer, allongé, haletant, la bouche grande ouverte, essayant d'inhaler l'air humide. Une nuit de pluie particulièrement intense, l'état de Théo s'aggrava. La pluie tropicale dura toute la nuit, l'eau s'infiltrant à travers la canopée épaisse, formant de petites flaques dans le nid. Bien que Sophie ait essayé de protéger Théo avec son corps, il était toujours mouillé et froid. Au matin, lorsque la pluie cessa, le lionceau pouvait à peine bouger. Ses yeux étaient troubles et sa température corporelle anormalement élevée, signe de pneumonie. Sophie ne quitta pas Théo pendant les 3 jours suivants. Elle ne chassa même pas, acceptant la faim pour rester avec son petit. Elle le léchait continuellement, essayant de réduire la fièvre et de stimuler la circulation sanguine. Dans un comportement remarquable, Sophie chercha et mâcha des feuilles spécifiques, puis les plaça sur la poitrine de Théo, un comportement observé chez certaines espèces de grands félins utilisant des plantes aux propriétés anti-inflammatoires naturelles. Au 4e jour, Théo commença à se rétablir. Mais Sophie réalisa une vérité cruelle. Son environnement de vie tuait lentement son petit adoptif. L'air humide de la forêt, la vie dans les arbres, tout allait à l'encontre de la nature naturelle du lion. Malgré tous ses efforts, Sophie ne pouvait pas changer les lois de la nature. Chez les animaux, les décisions sont généralement basées sur l'instinct plutôt que sur la raison. Mais dans le cas de Sophie, il semblait y avoir un processus d'évaluation plus complexe. Elle avait observé une zone à la lisière sud de son territoire où des chercheurs et des travailleurs de la conservation passaient fréquemment en véhicule tout-terrain. Elle les avait vus secourir des animaux blessés et malades. Peut-être pourraient-ils aider Théo. C'était une décision qui nécessitait de surmonter la peur innée des humains, l'ennemi le plus dangereux de tous les animaux sauvages. Mais pour Sophie, il semblait que l'amour pour son petit adoptif avait surmonté même l'instinct de survie le plus fondamental. Attendant que Théo soit endormi, Sophie le saisit doucement par la nuque, descendit prudemment de l'arbre. Avec une extrême prudence, la mère léoparde entama le long voyage, se dirigeant vers le sud où elle avait vu des humains. L'aube sur le Serengeti apportait sa beauté caractéristique. Les premiers rayons de soleil teignaient la vaste prairie en doré, créant une mer d'ondes dorées sous le ciel bleu profond. C'était le moment de transition où les prédateurs nocturnes se retiraient et le monde appartenait aux chasseurs diurnes. Sophie, avec Théo affaibli dans sa gueule, avait voyagé toute la nuit pour atteindre la lisière de la réserve nationale du Serengeti. Fatiguée mais déterminée, elle avait utilisé les dernières heures d'obscurité pour s'approcher de la zone humaine, une action qui allait à l'encontre de tous les instincts de survie des léopards. La station de recherche et de conservation apparut dans la lumière de l'aube, un ensemble de bâtiments simples à un étage, quelques enclos pour animaux et une zone de stationnement avec les véhicules tout-terrain caractéristiques des travaux de recherche sur le terrain. L'activité commençait tôt ici, avec des chercheurs et du personnel déjà en mouvement, préparant une nouvelle journée de travail. Sophie s'arrêta à une distance sûre, se cachant dans les hautes herbes le long de la lisière de la zone ouverte. Avec une vision perçante, elle observa soigneusement chaque mouvement humain. Leur odeur, un mélange de savon, de café et de carburant, déclenchait toutes les alarmes de ses instincts sauvages. Mais il y avait aussi d'autres odeurs, celles des médicaments, de la nourriture pour animaux et des animaux soignés. Théo, épuisé après le long voyage, réagissait à peine lorsque Sophie le plaça doucement sous un buisson bas. Cette position était soigneusement choisie, à environ 100 mètres de la station de recherche, le long du sentier régulièrement utilisé par le personnel de la station, assez proche pour être découvert rapidement, mais assez loin pour que Sophie puisse observer sans être détectée. La respiration de Théo était faible et irrégulière. Le sifflement devenait plus prononcé dans l'air calme du matin. Sophie lécha son visage une dernière fois, comme pour l'encourager et lui dire au revoir. Puis, avec une réticence évidente, elle se retira progressivement dans l'ombre des hautes herbes, ses yeux ne quittant jamais son petit adoptif. Le soleil se leva progressivement plus haut, la température augmentant rapidement de manière caractéristique dans cette région. Théo, peut-être à cause de la soif ou de l'inconfort dû à la chaleur, commença à émettre de faibles appels. Dans l'espace ouvert du matin, ce son porta plus loin que prévu. Les appels de Théo attirèrent rapidement l'attention. Un jeune chercheur, marchant le long du sentier pour vérifier des pièges photographiques, s'arrêta en entendant le son inhabituel. Il écouta, puis s'approcha prudemment du buisson d'où provenait le bruit. La surprise était évidente sur son visage lorsqu'il découvrit Théo, un lionceau d'accent grave peine un mois, allongé, respirant faiblement, seul point il n'y avait aucun signe de la lionne mère ou de la troupe à proximité. Une situation inhabituelle, car les lionnes ne laissent jamais leurs petits seuls, surtout dans des endroits dangereux près des zones humaines. Le chercheur maintint une distance de sécurité, observant soigneusement les environs pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une situation dangereuse avec une lionne cachée à proximité. Après plusieurs minutes, sans voir de signes de lions adultes,
il s'approcha prudemment pour évaluer l'état de Théo. Ce qu'il vit l'inquiéta. Le lionceau était clairement malade, présentant des signes d'insuffisance respiratoire et de déshydratation. Sans perdre de temps, il contacta ses collègues par radio, décrivant la situation et demandant de l'aide. Depuis sa position cachée, Sophie observait chaque développement. Chaque fois que les humains s'approchaient de Théo, son corps se tendait, prêt à réagir, mais elle restait en place, semblant comprendre que c'était la meilleure, et peut-être la seule, chance pour Théo de survivre. En moins de 15 minutes, 2 autres chercheurs et un vétérinaire arrivèrent sur les lieux avec une boîte de transport pour animaux et un équipement médical de base. Le vétérinaire examina rapidement Théo à distance de sécurité, confirmant son état grave. Avec soin et professionnalisme, ils placèrent doucement Théo dans la boîte de transport. Le lionceau était trop faible pour résister, émettant seulement de faibles appels lorsqu'il fut soulevé. Avec Théo en sécurité dans la boîte, l'équipe partit rapidement, se dirigeant vers la station de recherche. Sophie resta à son poste d'observation longtemps après leur départ. Elle regarda dans la direction où ils avaient disparu, reniflant l'air comme pour capter une dernière trace de l'odeur de Théo. Puis, avec un mouvement décidé, elle se détourna, se dirigeant vers la forêt clairsemée qui était son territoire. La mission était accomplie. L'avenir de Théo reposait désormais entre d'autres mains. À la station de recherche, une autre bataille pour la survie de Théo avait lieu. Le vétérinaire avait rapidement diagnostiqué une pneumonie sévère, accompagnée de malnutrition et de déshydratation. Étonnamment, bien que clairement abandonné depuis un certain temps, Théo ne présentait pas les signes de famine sévère généralement observés chez les petits abandonnés. La station de recherche disposait d'une petite salle de soins pour animaux équipée d'un matériel médical de base pour traiter la faune blessée. Théo fut placé dans un espace chaud et sec avec un supplément d'oxygène via un petit masque adapté à sa taille. Des antibiotiques furent injectés pour combattre l'infection et une solution d'hydratation fut administrée par voie intraveineuse pour traiter la déshydratation. Initialement, l'état de Théo était trop faible pour susciter l'optimisme. Mais au fil de la journée et de la nuit, le lionceau commença à montrer les premiers signes d'amélioration. Sa respiration, bien que toujours sifflante, devint plus régulière. Sa température corporelle redescendit à un niveau proche de la normale. Et surtout, il commença à réagir à son environnement, ouvrant les yeux et suivant les mouvements des chercheurs. Au cours des premiers jours à la station de recherche, les scientifiques furent perplexes face à certains comportements inhabituels de Théo. Contrairement aux autres lionceaux qu'ils avaient secourus, Théo tentait constamment d'escalader les objets dans son enclos, supports, chaises, même les jambes des soignants. Lorsqu'il était nourri, il emportait souvent la nourriture au point le plus élevé possible avant de manger. Un comportement typique des léopards, pas des lions. Ces comportements suggéraient que Théo avait vécu une période de développement atypique avant d'être secouru. Les chercheurs formulèrent plusieurs hypothèses. Peut-être avait-il vécu dans une zone montagneuse, ou peut-être avait-il appris ses comportements pour éviter les prédateurs lorsqu'il était abandonné. Personne n'envisagea la possibilité qu'il ait été élevé par une léoparde, une situation trop rare et incroyable dans le monde sauvage. Au fil du temps, la santé de Théo s'améliora considérablement. Les antibiotiques traitèrent avec succès la pneumonie, et l'air chaud et sec de la station de recherche l'aida à récupérer rapidement. Il commença à manger davantage, d'abord du lait de formule spéciale pour les chatons orphelins, puis de la viande hachée. Son poids augmenta, et sa fourrure dorée commença à briller, signe de bonne santé. Quand Théo fut assez fort, les chercheurs commencèrent à le présenter à d'autres lionceaux secourus. Cela était crucial pour développer les compétences sociales nécessaires à une vie ultérieure dans une troupe. Au départ, Théo semblait confus et mal à l'aise dans ses interactions. Il ne comprenait pas les signaux sociaux de son espèce, cherchant souvent à grimper en hauteur lorsqu'il se sentait menacé au lieu de faire face directement. Une réponse typique des léopards, pas des lions. Plus surprenant encore, Théo réagissait fortement aux appels de léopards diffusés à travers des haut-parleurs lors d'expériences comportementales. Les chercheurs utilisaient souvent des sons enregistrés de diverses espèces pour tester les réponses naturelles des animaux. En entendant les grognements de léopards, la plupart des lionceaux montraient de la peur ou de l'agressivité, mais Théo réagissait positivement. Comme s'il reconnaissait quelque chose de familier et de surpoint au cours des 6 mois suivants, Théo fut élevé dans une grande zone semi-naturelle au sein de la réserve. Cet endroit comportait à la fois des espaces ouverts et des arbres, lui permettant de développer les compétences locomotrices et de chasse nécessaires. Il fut regroupé avec un petit groupe d'autres lionceaux du même âge et apprit progressivement à interagir à la manière des lions. Chaque jour qui passait, les instincts naturels des lions en Théo émergeaient plus fortement. Les comportements étranges appris durant son enfance inhabituelle diminuèrent progressivement, bien qu'ils ne disparurent jamais complètement. Il grimpait encore occasionnellement aux arbres, une compétence que la plupart des lions ne développent jamais,
et affichait parfois des schémas de chasse combinant des caractéristiques des lions et des léopards. Quand Théo devint un jeune lion mâle en bonne santé, les chercheurs décidèrent qu'il était temps de le relâcher dans la nature. Une zone sûre fut choisie, assez éloignée pour que Théo et son groupe de jeunes lions puissent se développer indépendamment, mais toujours dans la portée de surveillance de la réserve. Chaque lion fut équipé d'un collier GPS pour suivre ses déplacements et assurer une adaptation réussie. Par un matin ensoleillé, la porte de la zone semi-naturelle fut ouverte. Théo et 4 autres jeunes lions firent leurs premiers pas vers la liberté, dans le monde auquel ils appartenaient. Au début, ils se déplaçaient prudemment, s'arrêtant fréquemment pour observer et renifler, mais leur confiance augmenta progressivement, et le groupe commença à explorer son nouveau territoire. Au cours des premières semaines après la libération, les données GPS et les observations directes montrèrent que Théo et son groupe s'adaptaient bien à la vie sauvage. Ils réalisèrent plusieurs chasses réussies, principalement sur de petites proies comme les gazelles de Thomson et les jeunes phacochères. Théo affichait certaines techniques de chasse atypiques pour les lions. Il grimpait souvent aux arbres pour observer avant d'attaquer, une tactique rare chez les lions mais courante chez les léopards. Avec le temps, Théo et son groupe mûrirent progressivement. En atteignant l'âge adulte, l'instinct naturel poussa les mâles à quitter le groupe pour établir leur propre territoire. Alors que les femelles restaient généralement ensemble, Théo, comme beaucoup d'autres jeunes mâles, entama le voyage pour trouver son propre territoire et sa troupe. Quelques années plus tard, Théo était devenu un lion mâle adulte robuste, chef d'une petite troupe dans l'est du Serengeti. Les chercheurs continuèrent à le suivre grâce au collier GPS et à des enquêtes périodiques. Ils notèrent que Théo conservait encore certains traits comportementaux uniques. Il avait une capacité d'escalade supérieure à celle de la plupart des lions et utilisait souvent des tactiques de chasse combinant des caractéristiques des lions et des léopards. Ses compétences et traits uniques, héritage de son enfance inhabituelle, avaient aidé Théo à réussir dans la vie sauvage. Il avait survécu et prospéré, devenant père de nombreuses portées de lionceaux, transmettant ses gènes à la génération suivante. L'histoire de Théo est un exemple rare d'adaptation et de résilience dans le monde sauvage. D'un lionceau faible et abandonné sauvé par un ennemi naturel à un lion mâle adulte prospère, son parcours défie les compréhensions traditionnelles des frontières entre espèces et du rôle de l'instinct face à l'apprentissage dans le comportement animal. Pour les chercheurs qui avaient suivi cette histoire depuis le début, Théo était un rappel des miracles qui existent encore dans le monde naturel, de l'extraordinaire adaptabilité de la vie et de la complexité des relations interspécifiques dans l'écosystème du Serengeti. Quelque part dans cette vaste terre, une léoparde vieillissante continue sa vie, peut-être sans jamais savoir que son action, un moment de compassion étrange dans le monde cruel des prédateurs, avait changé la trajectoire d'une vie et créé une histoire incroyable de survie contre toute attente.